Alors bonjour, excusez-moi de vous interrompre pendant la fin du repas. Bienvenue à tous, bienvenue. Mon nom est Alain Fournier, je suis avocat au sein de la firme Osler et membre du comité des activités régionales de Montréal. Donc, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour notre conférence d'aujourd'hui. Donation entre vifs, charité bien ordonnée, votre père avec fiscalité. Donc, on a bien hâte d'en savoir plus. Vous me permettez, dans un premier temps, de remercier nos commanditaires. Dans ce premier temps, Menuvie, le commanditaire des activités régionales de la PFF, ainsi que Thomson Reuters, commanditaire des activités régionales de Montréal. Notre conférencière aujourd'hui est Maître Émilie Dion-Roy, qui est notaire et détentrice d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et du titre de planificatrice financière. Elle a été diplômée de l'Université de Laval à Québec. Maître Dion-Roy a commencé sa carrière au sein d'un cabinet d'avocats et de notaires où elle intervenait principalement en réorganisation d'entreprise. Elle a ensuite exercé en fiscalité au sein d'un cabinet comptable avant de se joindre par la suite à Desjardins Gestion Patrimoine où elle pratique toujours. Elle accompagne actuellement ses clients dans une vision globale de la gestion de leurs actifs en abordant la planification successorale, fiscale et financière. Sa formation de notaire alliée à ses connaissances en fiscalité lui permettent d'interpréter les données financières à la lumière des enjeux légaux propres à la situation de ses clients. Maître Dion-Roy s'implique aussi auprès de la maîtrise en fiscalité, car elle est chargée de cours au programme de l'Université de Sherbrooke. Pour la conférence aujourd'hui, je vous demanderai, si vous avez des questions, de les réserver pour la fin, et notre conférencière va se faire un plaisir là, de répondre aux questions que vous allez avoir. Et moi, je vous laisse entre les mains de notre conférencière et je vous reviens par la suite. Merci et bonne conférence. Alors bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce midi pour cette activité dont le thème a été inspiré par mes collègues notaires qui voient de plus en plus de parents s'impliquer dans l'achat de la première résidence de leur enfant. De manière plus large, ce qu'on ressent, c'est que nos clients qui sont des parents plus fortunés s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant dans un contexte économique plus incertain et se demandent comment ils pourraient aider. L'objectif est donc de revisiter les règles fiscales susceptibles de s'appliquer lors de donations entre vifs. Puis j'ai réalisé peut-être un petit peu trop tard que l'emploi du mot « charité » pouvait induire certains en erreur, là, donc si c'est le cas, je m'en excuse. Bon. Alors justement, voici le contenu de la présentation de ce midi qui se divise en deux parties. Une première partie plus théorique où nous allons justement survoler les règles fiscales qui sont susceptibles de s'appliquer lors de donations entre vifs. Et une partie plus pratique où nous allons analyser des situations plus précises et les impacts de nos règles théoriques sur ces dernières. Allons-y avec notre première partie. Avant de commencer, les articles cités dans la présente conférence sont des articles de la loi de l'impôt sur le revenu, donc la loi fédérale. Vous me pardonnerez ce raccourci. Ceci dit, les articles que nous allons voir ont leur correspondance dans la loi sur les impôts du Québec et sont harmonisés. Les conséquences fiscales pourront varier selon qui on souhaite avantager. Même si dans mon introduction, je mentionnais spécifiquement la relation parent-enfant, il est pertinent de s'attarder aussi aux conséquences fiscales d'une donation en faveur d'un conjoint ou conjointe époux-épouse. La LIR reconnaît les conjoints de fait et contient une définition spécifique au paragraphe 248.1. Outre les critères objectifs comme le nombre de mois ou d'être le parent d'un enfant commun, l'exigence de la loi est que les personnes vivent dans une relation conjugale. C'est quoi vivre dans une relation conjugale? Il existe une jurisprudence abondante sur ce que constitue vivre dans une relation conjugale. Plusieurs critères doivent être considérés, notamment, justement, le logement et la cohabitation, les comportements intimes et personnels, le partage des tâches, des repas, les comportements sociaux, comment on se présente socialement par rapport à la famille. Le soutien économique, c'est quoi le partage des dépenses? Est-ce qu'il y a une mise en commun des ressources? Donc, chaque critère en soi n'est pas déterminant.
La Cour d'appel, dans le jugement Sanford, avait rejeté le point de vue d'un couple qui, eux, se disaient ne pas être un couple parce qu'ils ne croyaient pas ça, ils ne croyaient pas au couple ni au mariage. Je me permets la citation parce que je la trouve particulièrement divertissante. « Si une créature à deux pattes, avec des plumes, se dandine comme un canard, cancane comme un canard et ressemble à un canard, ce doit être un canard. Pour un raisonnement parallèle, si un homme et une femme possèdent et habitent la même habitation, prennent leur repas ensemble, partagent les corvées domestiques, vivent une intimité physique, conçoivent un enfant et l'élèvent, ils vivent ensemble en union conjugale. » Alors oui, on peut être considéré comme un couple en ayant chacun son adresse indépendante. Et oui, on pourrait ne pas être un couple alors qu'on habite à la même adresse. D'ailleurs, il y a certains clients, des fois, qui ont besoin de ce petit rappel parce qu'ils croient à tort qu'ils ne seront pas considérés comme un couple en ayant deux adresses différentes. Donc, ce n'est pas une garantie de ne pas être considéré comme un couple en ayant deux adresses différentes. Ceci dit, cette notion sera sans doute appelée à évoluer, selon moi, vu les différents types d'unions qui sont de plus en plus reconnus, acceptés et présents dans notre société. La bigamie fiscale est d'ailleurs reconnue, notamment lorsqu'un couple marié ne se divorce pas et refait sa vie en union de fait. Cette même bigamie pourrait sans doute être reconnue dans des arrangements conjugaux qui comprennent plus que deux personnes. À suivre. Permettez-moi, aux fins de l'activité de ce midi, d'inclure dans le terme conjoint, conjointe fait, époux, épouse. Donc, tout ça, là, on va s'en tenir à conjoint pour se alléger le tout. Alors, pourquoi on voulait savoir si la personne se qualifie comme conjoint? C'est parce qu'une donation en faveur d'un conjoint va engendrer des conséquences fiscales spécifiques. Effectivement, la règle générale, lorsqu'il y a un transfert entre conjoints, est ce qu'on appelle communément le roulement. La loi vient donc établir une présomption que le conjoint donateur dispose du bien, et ce, pour un montant égal soit au PBR pour un bien non amortissable, soit à la fraction non amortie du coût en capital pour un bien amortissable, notre fameuse FNAC. Le point à retenir avec le roulement, c'est qu'au-delà du type de bien qui est cédé, c'est le fait que la présomption fait en sorte que les conséquences fiscales ne sont pas réalisées au moment de la transaction, puisque la disposition se fait au coût fiscal du bien. Par contre, l'acquisition se fait également au coût fiscal du bien. Ainsi, le donateur qui reçoit le bien se retrouve avec un bien qui a conservé ses attributs fiscaux tels quels. Concrètement, les impacts fiscaux ne sont pas effacés, ils sont bien reportés dans les mains du donateur. C'est pourquoi je vous ai mis des petites bottines et une bourse d'impôt à payer. Le donateur prend le bien en se mettant dans les bottines du donateur et le gain ou la perte en capital latente demeure sur le bien jusqu'à ce que le donateur dispose du bien. Par exemple, j'ai payé mon chalet 300 000. Aujourd'hui, sa valeur marchande est plutôt de 500 000. Je donne le chalet à mon conjoint. Je suis réputée disposer du bien pour 300 000. Donc, aucun impact fiscal immédiat pour moi. Mon conjoint est réputé l'acquérir pour 300 000. On voit que le gain latent de 200 000 est donc toujours sur le bien. C'est donc ma règle générale. Lorsque j'ai une donation de conjoint, il y a un roulement fiscal, aucun impact fiscal immédiat. Le paragraphe 73.1 couvre plus large qu'uniquement les donations, mais pour les fins de la présente séance, nous allons nous concentrer et parler des donations seulement. L'analyse n'est par contre pas terminée, puisque les conséquences fiscales d'une donation doivent être abordées en deux temps, soit le moment de la donation et après la donation, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, cette transaction pourra avoir des conséquences également sur la suite des choses, autant pour le donataire que pour le donateur, puisqu'elle entraîne l'application d'un ensemble de règles appelées communément les règles d'attribution. Pour les conjoints, j'ai deux règles d'attribution qui pourront s'appliquer pour le donateur et le donateur après la donation. La première est prévue par le paragraphe 74.1 et concerne les revenus générés par le bien donné.
Malgré que la propriété légale du bien a été transférée en faveur du donateur, c'est quand même le donateur qui doit continuer à s'imposer sur les revenus générés par le bien. Donc, les revenus vont être réattribués au donateur. Ce que je vous mettais en exemple, c'est les loyers à la suite d'un transfert d'un immeuble à revenu. Donc, le revenu imposable découlant des loyers va être imposé dans la déclaration de revenus du donateur, même si l'immeuble à revenu appartient maintenant au donateur. La deuxième règle est prévue par le paragraphe 74.2.1 et concerne, quant à elle, le gain ou la perte en capital qui pourrait être réalisé lors de la disposition du bien par le donateur. Une fois de plus, ce revenu, bien qu'il découle de la vente par le donateur, devra être imposé dans les mains du donateur. Ces règles visent à empêcher le déplacement des revenus dans les mains du conjoint ayant un revenu imposable inférieur, ce qu'on appelle communément le fractionnement de revenus. Sans les règles d'attribution, vu les taux d'imposition progressifs et les différents crédits d'impôt personnels, il serait possible de réduire la facture fiscale d'une famille en déplaçant des biens dans le patrimoine du conjoint qui a un revenu imposable inférieur. Ces règles viennent donc encadrer et réduire les options pour faire du fractionnement de revenus. Quelles sont les exceptions qui permettent un transfert entre conjoints sans pour autant appliquer les règles d'attribution? La première est de faire un transfert à la juste valeur marchande et de respecter les conditions du paragraphe 74.5.1. Par contre, dans un contexte où l'objectif, c'est de faire une donation, il ne sera pas possible de satisfaire ces conditions-là, puisqu'il faudrait que le donateur reçoive au moins une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande de ce qu'il a donné, ce qui, vous le voyez bien, est contre l'essence même d'une donation. Il y a deux autres conditions qui doivent être satisfaites, à savoir que si la contrepartie comprend une créance, cette dernière porte intérêt au taux prescrit et le montant des intérêts est payé chaque année au maximum 30 jours après la fin de l'année d'imposition. Avec un taux d'intérêt prescrit de 6 % au premier trimestre de 2024, les planifications qui mettaient à profit une créance entre les conjoints avec le paiement des intérêts ne sont plus vraiment au goût du jour. La dernière condition est de faire le choix que mon roulement de 73.1 ne s'applique pas. 73.1 est d'application automatique, donc si on ne veut pas que ça s'applique, il faut faire le choix de se soustraire, si on veut, à l'application de ce paragraphe-là. Donc, on voudrait que le donateur s'impose et déclenche les conséquences fiscales lors de la donation. Il y a aussi d'autres exceptions, comme la contribution au REER dans un REER de conjoint. C'est également possible de donner un montant pour que le conjoint contribue dans son CELI ou son CELIAP dans la mesure où il est admissible. Et aussi, un salaire versé en bonne et due forme pour des services rendus n'entraînera pas les règles d'attribution. Maintenant, si on s'attarde aux conséquences fiscales potentielles pour un transfert en faveur d'un enfant, je reviens à mon analyse en deux temps. Au moment de la transaction, donc de la donation, je n'ai pas pour les enfants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, l'équivalent du paragraphe 73.1. Donc, je n'ai pas de roulement. C'est plutôt le paragraphe 69.1 qui va trouver application, puisque lors d'une donation, on est en présence d'un transfert qui va être fait sans contrepartie entre des personnes qui ont un lien de dépendance. Effectivement, un parent et son enfant, c'est des personnes liées, donc sont réputées avoir un lien de dépendance. Le paragraphe 69.1 est d'application beaucoup plus large, mais concentrons-nous sur les alinéas applicables lors de la donation. Pour le donateur, 69.1b vient nous dire qu'il est réputé avoir reçu une contrepartie équivalente à la juste valeur marchande du bien donné. Cette présomption fait en sorte que les impacts fiscaux de la donation sont déclenchés lors de la transaction. Concrètement, le donateur pourrait se retrouver avec une facture d'impôt à payer sur un gain en capital, par exemple, alors qu'il n'a pas reçu de fonds suite à cette transaction-là. Donc, j'ai une facture, mais je n'ai pas nécessairement les fonds qui viennent avec.
Il faut donc que notre donateur soit conscient de ça et qu'il sache comment il va financer sa facture d'impôt. Ou encore, qu'il fasse une bonne planification, par exemple avec une déduction REER pour réduire le revenu imposable ou l'utilisation de pertes en capital. Pour le donateur, tant qu'à lui, c'est son point de départ pour la prochaine disposition. Il est réputé l'avoir acquis à la juste valeur marchande. Il n'a rien payé pour acquérir le bien, mais son coût d'acquisition va quand même être la JVM, et c'est à partir de ce montant qu'on va calculer un éventuel gain en capital ou encore une perte en capital si applicable. Dans un deuxième temps de notre analyse, qu'est-ce qui se passe après la transaction? Pour un enfant majeur, je n'ai pas de règle d'attribution en tant que telle quand on est en présence d'une réelle libéralité. Pour une donation à un enfant mineur, on prévoit une seule règle d'attribution qui s'applique uniquement en faveur des revenus qui découlent du bien faisant l'objet de la donation. Donc, il n'y a pas mon équivalent pour le gain ou la perte en capital, et c'est logique parce que l'application de mon paragraphe 69.1 a eu pour effet de cristalliser le point de départ pour la suite des choses pour le donateur, et mon donateur, lui, il a eu ses conséquences fiscales, il s'est imposé parce qu'il est réputé recevoir la JVM. C'est quoi mes exceptions? J'ai ma même exception du transfert à la juste valeur marchande. Ceci dit, comme on le mentionnait tout à l'heure, on se disqualifie d'emblée avec une donation parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Puis dans les autres exceptions, là, on peut noter la contribution à un régime enregistré d'épargne invalidité ou encore à un CELIAP. Maintenant qu'on a vu les règles d'attribution, je souhaitais revenir avec vous sur l'exemption de gain en capital pour une résidence principale, parce qu'on a vu que dans certaines situations, les conséquences fiscales pour le donateur vont se matérialiser. Si, par ailleurs, ce donateur a droit à un avantage fiscal tel une déduction ou une exemption, la donation peut devenir plus intéressante. La donation d'une résidence est un bon exemple si elle est admissible. Vous trouverez la définition au paragraphe 54.1. Je vous ai indiqué le paragraphe 54.1 avec son alinéa A. Je voulais juste faire une petite parenthèse qu'il y a également un critère de dimension qui s'applique par rapport au terrain, qui parfois n'a pas d'impact, mais lorsqu'il est question de grand terrain, il faut tout de même se poser la question parce que l'excédent d'un demi-hectare pourrait ne pas se qualifier. Je voulais insister sur l'alinéa A pour deux raisons. La première raison, c'est ma règle du « normalement habité ». Cette règle est quand même assez large. Donc, ça veut dire que même une résidence secondaire qui est habitée uniquement de manière saisonnière pourrait se qualifier comme une résidence normalement habitée. On pourrait même tirer un revenu de cette résidence-là et ça pourrait se qualifier dans la mesure où le revenu y est accessoire, que la résidence n'est pas détenue dans le but de faire du revenu. Bref, rendu là, c'est une question de fait, à savoir si la résidence est normalement habitée ou non. La deuxième raison, c'est que l'alinéa A mentionne que le normalement habité doit l'être par le contribuable, son époux, son conjoint de fait, son ex-époux, son ancien conjoint de fait, ou par un enfant du contribuable. Donc, il faut non seulement qu'on se qualifie sur le normalement habité, mais il faut regarder qui l'habite, cette résidence-là. Une fois en présence d'un bien admissible, ce bien pourra être l'objet d'une désignation pour avoir droit à l'exemption. Cette désignation se fait dans la déclaration de revenus et une seule résidence est admise par famille par année. Ce qui m'amène à vous parler des résidences bigénération versus les exigences du paragraphe 54.1. Il y a deux enjeux qui peuvent se présenter. Le premier enjeu, c'est de savoir est-ce que la résidence, c'est une seule résidence ou il s'agit de deux logements. Puisque une seule résidence peut faire l'objet d'une désignation par année, la question devient importante lorsqu'on est en présence d'un seul propriétaire de toute la résidence. Il y a plusieurs interprétations techniques de l'Agence du revenu du Canada afin de cerner dans quelle situation on est en présence d'une seule résidence ou de deux logements.
Bien entendu, c'est une question de fait, il n'y a aucun critère qui est déterminant en soi, mais voici des critères qui pourront être pris en considération. Ce qu'on cherche à voir, c'est le degré d'indépendance ou d'unification des deux unités. Donc, s'il y a une des deux unités, par exemple, qui n'a pas de chambre ou qui n'a pas de cuisine ou qui n'a pas de salle de bain, bien, on voit que cette unité-là a besoin de la deuxième unité pour que quelqu'un y habite et y fasse sa vie. Le fait aussi que les unités aient des adresses municipales indépendantes, leurs fournisseurs de services publics indépendants, ça aussi, ça pourrait être pris en considération. Je vous donne un exemple d'une interprétation technique qui mentionne le logement dont le propriétaire héberge son parent qui vieillit dans le logement adjacent. Donc, les logements communiquent ensemble de l'intérieur. Ils n'ont pas besoin de sortir dehors pour aller l'un chez l'autre. Et la majorité des repas rassemblent toute la famille. Donc, grand-papa, grand-maman, là, il vient déjeuner, dîner, souper tout le temps. L'ARC conclut quand même que c'est deux logements indépendants parce que les deux logements avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour que chacun vive sa vie de manière indépendante. Donc, ce n'est pas nécessairement de la manière que les gens fonctionnent, comme là, ici, on prenait tous nos repas ensemble, mais vraiment de la manière dont les logements sont aménagés. L'autre enjeu vient de la définition de résidence principale. Il faut que celle-ci soit habitée, comme on disait tantôt, par le contribuable, son conjoint, ex-conjoint ou son enfant. Donc, si c'est le parent ou si c'est l'enfant qui est propriétaire de la résidence et qui veut la vendre, on pourrait arriver à des conclusions différentes. Exemple, la maman qui est propriétaire de la maison au complet, cette dernière voudrait se prévaloir de l'exemption de gain en capital si elle décide de donner la résidence avec qui elle habite en bigénération avec son enfant à son enfant. Puis elle pourrait, même si elle donne la portion habitée par l'enfant, elle pourrait, parce que dans ma définition de résidence principale, je peux disposer et me qualifier pour une résidence que c'est mon enfant qui habite. Par contre, si c'est l'enfant qui souhaite exempter le logement habité par son parent, bien, malheureusement, on ne remplit pas les exigences de la définition de résidence principale parce qu'il n'est pas question là, d'une résidence habitée par son parent. Justement, je me permets un retour rapide sur le calcul de l'exemption de gain en capital pour résidence principale. La formule représente essentiellement une proportion entre le nombre d'années qu'on choisit de désigner versus le nombre d'années où on est propriétaire du bien. Si on désigne toutes les années, bien, il y a 100% de notre gain qui pourra être exempté, alors que si on a plusieurs résidences, il faudra faire un choix et seulement une proportion du gain pourra être exemptée. À noter que dans mon élément B, j'ai un petit 1+, qui me permet de couvrir les années de transition où on vend une maison pour en acheter un autre. Quand il est question de faire un choix, souvent, ce qui est plus avantageux fiscalement, c'est de regarder c'est quoi la plus-value annuelle de la résidence et c'est celle qui aura une plus grande plus-value annuelle qui sera plus avantageuse. Ceci dit, c'est pertinent de faire le calcul parce que des fois, en fonction du nombre d'années dont on a été propriétaire, bien, il y a moyen d'exempter quand même une bonne proportion, même si on a deux résidences. D'autres enjeux qui pourraient être soulevés dans une donation, à l'occasion d'une donation entre vifs. En vertu de la loi de l'impôt sur le revenu, bien, j'ai ma responsabilité en vertu du paragraphe 161. Le paragraphe 161 prévoit une responsabilité solidaire du donataire pour les dettes fiscales du donateur jusqu'à concurrence des biens qu'il a reçus, moins la contrepartie qu'il avait donnée. Encore là, dans une donation, je n'ai pas donné de contrepartie. Donc, ça veut dire que je pourrais être tenue responsable pour tout ce que j'ai reçu. Quelques illustrations dans la jurisprudence, là, bien, en fait, petit extrait des notes de David Sherman dans la loi de l'impôt sur le revenu à noter. Le cas classique, c'est un conjoint qui sent un peu la soupe chaude, qui donne sa moitié de la résidence à son ou sa conjointe
et quand la facture fiscale arrive, bien, il n'y a plus de maison à mon nom, donc vous ne pouvez pas venir chercher la maison. Oui, mais le conjoint à qui vous avez donné la moitié de la maison devient responsable du montant qu'il a reçu avec cette valeur-là. La responsabilité est engagée à partir de la donation, même si à ce moment-là, le donateur, il n'y avait pas de dette fiscale qui était matérialisée. Donc, pour une dette fiscale qui apparaît dans les années d'imposition subséquentes, un donateur qui aurait un revers de fortune puis qui commence à avoir des difficultés, bien, malheureusement, le donateur se retrouve responsable tout de même. La seule façon de s'en sortir, c'est vraiment d'avoir reçu une contrepartie égale à la juste valeur marchande. Et là, je me répète, dans un contexte de donation, ce n'est pas le cas. L'impôt sur le revenu fractionné pourrait également entrer en ligne de compte dans une donation sur une donation d'actions de sociétés privées. On va en parler un petit peu plus longuement dans ma situation numéro 3. Pour les actions admissibles de petites entreprises ou les biens agricoles de pêche admissibles, bien, c'est que dans la mesure où est-ce qu'on se qualifie, on pourrait avoir droit à une exemption. Et encore là, on va en discuter un petit peu plus longuement plus tard. En vertu de d'autres lois, d'autres enjeux soulevés, loi sur la taxe d'assises et loi sur la taxe de vente du Québec, ma fameuse TPS-TVQ, puisque une donation est visée par le terme « fourniture », une donation peut être une fourniture, il faut se poser la question, est-ce que j'ai un impact au point de vue TPS-TVQ? Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, bien, c'est la même chose. La donation est visée par le terme « transfert », donc il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y en est là, pour ma fameuse taxe de bienvenue. Dans un contexte de donation familiale, bien, c'est sûr qu'il y a des possibilités d'exonération. Donc, c'est de voir est-ce qu'on se qualifie là, en vertu de l'alinéa 20D. Et même si on se qualifie pour exonérer la transaction, il se peut qu'il y ait des droits supplétifs. Donc, se poser la question en vertu de la LDMI. Finalement, le Code civil du Québec protège le mineur qui se retrouve avec un patrimoine de plus de 40 000 $. Donc, il y a des formalités légales supplémentaires qui vont être exigées aux parents, à moins que le patrimoine soit soumis à l'administration d'un administrateur du bien d'autrui. Donc, si on veut donner et avantager un mineur, gardez ces règles-là à l'esprit. Maintenant, l'objectif de ce midi était de mettre en application ces règles-là dans 4 situations qu'on avait identifiées. Alors, allons-y avec ma première situation. Ma première situation, c'est lorsqu'un parent veut contribuer à la mise de fonds de son enfant majeur pour l'achat d'une résidence. Je suis certaine que vous avez des clients qui vous ont mentionné ce souhait-là, justement, d'aider leurs enfants. Pour ma part, c'est une préoccupation quand même de plusieurs de nos membres. Lorsque cette aide prend la forme d'un don en argent, il faut d'abord évaluer d'où proviendra l'argent, puis quelles pourront être les conséquences fiscales pour le donateur. Lorsqu'on est en présence d'un parent qui a des actifs personnels, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision globale pour financer le don. Si le REER paraît la moins bonne option parce que les retraits sont imposables à 100 % puis que mes droits de cotisation sont par la suite perdus, bien, peut-être que dans une situation bien spécifique, cette option pourrait être l'option optimale parce que, par exemple, on a besoin que notre donateur ait un revenu imposable plus élevé pour cette année-là. Ainsi, le financement de la donation devient une opportunité de planification, notamment dans un portefeuille de placement non enregistré. Donc, si je dois générer des liquidités, bien, je vais choisir mes titres de façon judicieuse, à savoir est-ce que je veux créer des gains, est-ce que je veux créer des pertes, est-ce que je veux créer un peu des deux pour que la facture d'impôt s'annule. Pour un donateur qui est actionnaire, si les actifs sont dans la société, on se retrouve à devoir évaluer les impacts fiscaux non seulement pour la société qui doit générer les liquidités, mais également pour l'actionnaire. Effectivement, il n'est pas possible pour la société de procéder directement à la donation. Il y a plusieurs règles qui vont encadrer de telles transactions, notamment mon paragraphe 15.1 d'avantage à l'actionnaire.
Donc, dans les dispositions de l'article 15, on voit que le terme actionnaire concerne non seulement l'actionnaire personnellement, mais les personnes qui ont un lien de dépendance avec cet actionnaire-là. Alors, si la société fait un don à l'enfant de l'actionnaire, bien, on revient au même, c'est un avantage à l'actionnaire. Il y a d'autres dispositions aussi qui pourraient également être soulevées là, pour l'actionnaire qui tente de se soustraire à ses obligations fiscales en passant par sa société, notamment le paragraphe 56.2 qui concerne les paiements indirects et les avantages conférés à un actionnaire à 246.1. Ceci dit, encore une fois, le financement peut devenir une opportunité de planification. On va regarder c'est quoi les attributs fiscaux de la société. Par exemple, si j'ai un solde dans mon compte de dividende en capital, bien, c'est peut-être l'occasion de verser un dividende qui ne sera pas imposable pour l'actionnaire, qui pourra ensuite faire la donation à son enfant. Ou s'il doit verser un dividende imposable, bien, s'il y a un solde dans le compte d'IMRTD, peut-être qu'au moins on va aller chercher un petit peu de remboursement au titre de dividende. Point de vue du donateur, comment optimiser le don en argent qu'il reçoit de ses parents? Bien, l'idée, ce midi, ce n'est pas d'aller en détail dans les régimes fiscaux accessibles pour financer la mise de fonds d'une résidence, mais bien de se sensibiliser au fait qu'il y a des opportunités de planification pour le donateur qui reçoit l'aide de ses parents. Il peut essayer justement de maximiser cette donation-là en profitant notamment d'une déduction fiscale offerte soit par le RAP ou le CELIAP. Il faudra alors s'assurer que le projet puisse satisfaire les exigences des régimes en question. Par exemple, une cotisation REER doit rester un minimum de 90 jours avant d'être retirée pour un RAP, ou encore le CELIAP, s'assurer que c'est une personne admissible qui peut ouvrir ce type de compte-là. Dans la mesure où une stratégie est mise en place afin d'optimiser un don, puis que cette stratégie-là demande qu'il y ait plusieurs transactions, puis qu'il y a un mouvement de fonds là, entre différents comptes, par exemple les comptes fiscaux dont on parlait, une documentation impeccable est de mise pour s'assurer de protéger et maintenir la qualification de don pour le montant en question. La perte de la traçabilité du don pourrait avoir des conséquences négatives lors d'un achat en copropriété, ce que nous allons étudier un petit peu plus en détail dans les diapositives suivantes. Nous sommes donc toujours dans notre situation où un parent fait une donation à son enfant pour qu'il puisse acheter une résidence. D'un point de vue plus administratif, il est possible que l'institution financière va demander une déclaration que la contribution du parent est réellement un don, parce que, notamment, là, versus les exigences de ratio d'endettement, puis la mise de fonds minimale requise par la SCHL. D'un point de vue légal maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent pour bien accompagner les acheteurs. Est-ce que c'est un achat en copropriété? Est-ce que le copropriétaire, c'est un conjoint, conjoint de fait, conjoint marié? Est-ce que les mises de fonds sont équivalentes? Sinon, comment on veut traiter le tout comme copropriétaire? En tant que parent donateur, c'est une préoccupation légitime de vouloir s'assurer que notre don va revenir à notre enfant en cas de rupture ou de revente de la résidence. Le principe de base est prévu à l'article 10.15 du Code civil du Québec et est à l'effet que les copropriétaires sont présumés être en part égale dans la résidence. À ça, on va ajouter l'article 10.19 qui vient dire que les dépenses vont être assumées de manière proportionnelle à la quote-part dans la résidence. Donc, si on est réputé être en part égale, bien, techniquement, les dépenses devraient être également 50-50 aussi. Ainsi, dans la situation où nous sommes en présence de mises de fonds différentes, je vous soumets 2 points de vue pour essayer de protéger l'enfant qui a reçu la donation. Les 2 points de vue nécessitent que les acheteurs soient bien accompagnés par leurs professionnels et par leur notaire qui va instrumenter l'acte d'achat. Le premier point de vue que je vous soumets, c'est est-ce qu'on veut y aller avec des pourcentages différents du droit de propriété? Donc, celui qui contribue plus, finalement, il y aurait une plus grande quote-part dans la résidence. Ce que ça implique, d'un point de vue positif, c'est que le gain sur la résidence lors d'une revente bien, va être fait de manière proportionnelle à cette quote-part-là. Par contre, il ne faut pas oublier que
le partage des dépenses devrait être fait aussi selon cette quote-part-là. Donc, quand c'est papa et maman qui m'aident pour que je donne une plus grosse mise de fonds, est-ce que c'est vraiment me rendre service que de m'embarquer qu'à chaque grosse dépense, à chaque grosse rénovation, bien, moi, il faut que j'assume, par exemple, 75 % et l'autre va assumer seulement 25 %. Donc, il y a des pour et des contre à voir selon la situation. L'autre point de vue, ça pourrait être de voir ça comme une dette à rembourser. Mais si on voit ça comme une dette à rembourser, celui qui n'a pas été en mesure d'en mettre autant que l'autre, bien, il faut prévoir, bon, est-ce qu'on veut qu'il y ait des modalités de paiement? Est-ce qu'on veut que ce soit remboursable uniquement au moment de la vente? Si c'est remboursable uniquement au moment de la vente, est-ce qu'il y a un calcul de la plus-value versus moi, ce que j'ai mis plus, mon argent a plus travaillé que toi dans le bien, donc bien s'entendre là-dessus. Est-ce que la somme porte intérêt? Dans les deux points de vue, c'est d'avoir une clause avec une convention d'indivision dans l'acte d'achat qui va vraiment bien établir les droits des copropriétaires. Lorsqu'on adopte la dette à rembourser, bien là, peut-être qu'on peut faire un acte de prêt ou une reconnaissance de dette là, dans un document complètement indépendant. Puisque les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code civil du Québec, on s'en tient donc au régime général de la copropriété. Bref, c'est important que l'enfant qui a reçu une donation se protège pour s'assurer de retrouver la somme. On pourrait même encourager les conjoints à conclure une convention d'union de fait pour les faire réfléchir aux questions dont on a discuté, mais aussi à plein d'autres questions juridiques que soulève la vie de couple. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant pour les conjoints mariés? Non seulement les règles générales de la copropriété vont s'appliquer, mais les règles du patrimoine familial vont également entrer en ligne de compte. Le patrimoine familial vise des biens spécifiques, dont les résidences utilisées par la famille. L'article 418 du Code civil du Québec permet par contre certaines déductions, comme la valeur nette d'un bien au moment du mariage alors que le bien était détenu avant le mariage, la valeur nette de l'apport pendant le mariage lorsque cet apport a été fait par des biens qui proviennent d'une succession ou d'une donation. Donc, c'est là que notre donation entre en ligne de compte, ou le remploi de tels biens. Les déductions étant encadrées, c'est pourquoi je vous reviens avec ma mise en garde tout à l'heure, quand on essayait d'optimiser la situation de notre donateur, puis là, on faisait différentes cotisations dans tous les comptes. On veut garder la traçabilité du don pour être certain que notre donataire marié puisse bénéficier de la déduction en cas de divorce. En plus de s'assurer de la traçabilité, les clauses présentes dans l'acte d'achat peuvent également avoir un impact, ainsi que le moment de l'achat de la résidence versus le statut de couple marié ou non. Bon. Le moment de l'acquisition va déterminer quelle déduction à laquelle on peut avoir droit. Si les parties acquièrent la déduction, si les parties acquièrent la résidence et se marient après, c'est la valeur nette que chacun possède dans la résidence qui pourra faire l'objet d'une déduction en cas de partage du patrimoine familial. Si les parties sont déjà mariées, et là, on s'achète une maison et il y a un papa-maman qui m'aide à mettre la mise de fonds, bien, c'est plutôt la valeur qui, justement, provient de cette donation-là que chacun pourra reprendre dans la mesure où il y en a eu. Dans les deux cas, l'absence de convention d'indivision dans l'acte d'achat, ça fait qu'on revient au principe général qu'on était réputé être en part égale dans la résidence. Fait que si on est dans la première situation où est-ce que c'est avant le mariage, chacun est réputé avoir 50 % de la résidence. S'il y a un partage du patrimoine familial, bien, chacun pourra avoir le 50 % qui lui appartenait avant le mariage, à moins de pouvoir prouver qu'il y avait eu une contribution supérieure de l'un des deux copropriétaires ou encore qui détenait une quote-part différente. Mais si je n'ai pas de convention d'indivision dans mon acte d'achat, cette preuve-là va être plus difficile à faire.
Pour l'apport qui provient d'une donation, la partie qui invoque la déduction doit pouvoir documenter d'où proviennent les fonds, puis venir prouver là, que ça vient vraiment de la donation. À noter que le conjoint pourrait argumenter que la donation s'adressait à lui aussi, parce qu'en tant que bru absolument merveilleuse, la donation qui avait été faite à mon conjoint, je suis certaine que mes beaux-parents voulaient m'avantager moi aussi. L'absence de convention d'indivision pourrait aussi être considérée comme une renonciation d'avance à l'article 418. Donc, dans ce cas, bien, il y a une belle valse judiciaire qui pourrait s'amorcer, et pour l'éviter, mieux vaut avoir une convention d'indivision dans l'acte d'achat. Encore faut-il que la convention d'indivision reflète l'intention des parties. Il y a des clauses d'indivision qui prévoient spécifiquement qu'une contribution supérieure de l'un des copropriétaires constitue une libéralité en faveur de son copropriétaire. Donc, une telle clause constitue une renonciation non équivoque à l'article 418, et lors d'un divorce, là, on ne pourrait pas venir dire « bien, finalement, je veux ma déduction de 418 ». Donc, faire attention au libellé des clauses. Comment aider le donataire à protéger la mise de fonds donnée par son parent? Donc, mes petits points sont inspirés de la jurisprudence assez récente sur les déductions de 418. Donc, première chose, prévoir un acte de donation dans lequel le conjoint intervient et reconnaît que la donation est faite en faveur du donateur uniquement. Lorsqu'on donne un montant d'argent, on n'a pas besoin d'avoir un document qui vient dire que c'est une donation. Par contre, ce document-là, avec une intervention du conjoint, bien, ça pourrait nous aider. Dans la jurisprudence, on a vu souvent que, justement, là, mon exemple de conjoint qui dit que oui, mais la donation était faite pour moi aussi. Deuxième point, s'assurer de la traçabilité de la somme lors de la planification préalable à l'achat de la résidence. Donc, je reviens là-dessus, mais c'est que dans la jurisprudence, on voit des situations où les fonds ont été, par exemple, les fonds ont été utilisés pour assumer des dépenses courantes, mais de manière concomitante, il y a des rénovations qui ont été faites sur la maison. Fait que là, on vient dire, oui, mais la donation, là, elle a été utilisée pour les rénovations. Non, la donation, elle a été utilisée pour payer l'épicerie, puis on a payé les rénovations avec notre compte conjoint. Donc, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment s'assurer de la traçabilité. Prévoir une convention d'indivision dans l'acte d'achat qui est claire et qui reflète l'intention des parties. Bien, il faut que les parties soient d'accord, et il l'indique dans la convention d'indivision. On se rappelle qu'une clause dans un acte notarié, ça fait foi de son contenu parce qu'un acte notarié est un acte authentique. Fait que si on vient dire par la suite qu'on n'avait pas compris, on n'était pas au courant de nos droits, bien, la pente va être plus difficile à remonter. Prévoir dans la convention d'indivision le partage de la plus-value de la résidence, et ce, dans le cas d'une vente en faveur d'un tiers, mais également dans le cas d'un divorce. Pourquoi je vous mentionne ça? C'est que dans la jurisprudence, et il y a plusieurs causes là-dessus, il y a des causes où le tribunal vient dire que la clause qui prévoit le partage de la plus-value sur la résidence ne s'appliquait uniquement que dans le cas de la vente en faveur d'un tiers. Ça ne s'appliquait pas dans le cadre d'un divorce. Donc, dans le cadre d'un divorce, madame veut racheter la maison, monsieur veut racheter la maison, bien, le tribunal a donné préséance au calcul prévu par l'article 418, puis vient compléter avec ce qui avait été prévu par les parties dans leur convention d'indivision. Donc, si on veut s'assurer que notre convention d'indivision s'applique non seulement dans une vente en faveur d'un tiers, ou dans le divorce, bien, venir vraiment là, l'établir dans la convention. Finalement, s'assurer que le notaire instrumentant l'acte de vente est au courant qu'une partie de la mise de fonds provient de la donation d'un parent, afin qu'il puisse donner les conseils juridiques qui s'imposent.
J'ai pas de jurisprudence, j'ai des collègues notaires. J'ai des collègues notaires qui, quand ils sont pas au courant, bien, peuvent pas deviner nécessairement, et c'est sûr que les conseils juridiques auraient peut-être été différents s'ils avaient su qu'il y a une partie de la mise de fonds qui provient d'une donation. La jurisprudence est vraiment abondante sur les déductions de l'article 418 et comment ça se déroule. Mais si vous voulez une revue de jurisprudence à ce sujet, là, il y a un texte dans les développements récents du barreau du Québec de Maître Mireille Pélissier-Simard et Maître Catherine Sylvain qui est bien intéressant. On terminait donc notre première situation. On arrive dans notre deuxième situation où, pour aider, le parent va carrément faire un transfert d'un bien immobilier sur lequel il y a de l'équité. Dans la mesure où le parent souhaite reprendre une partie de l'équité sur l'immeuble, ce dernier ne souhaite pas nécessairement faire une donation, ou du moins pas une donation complète. D'un point de vue fiscal, il y a une difficulté qui se présente. Si on se retrouve dans une situation où la transaction est faite pour une valeur inférieure à la juste valeur marchande. Par exemple, je sais que ma maison vaut 500 000, mais pour t'aider, on aimerait ça te la laisser à 400. Cette difficulté vient du traitement qui est fait pour le donataire avec notre fameux paragraphe 69.1 qu'on a vu plus tôt. Pour une transaction à une valeur inférieure à la JVM, l'ajustement du prix d'acquisition pour celui qui acquiert le bien ne se fait pas, contrairement pour la donation. Alors, voici ce que ça donne. Et là, c'est un petit peu drôle parce que ce schéma est inspiré d'un tableau de ma professeure de fiscalité quand j'étais au bac, qui est Nancy Damour et qui est dans la salle. Fait que je lui donne les droits d'auteur sur le schéma. Mais j'espère que ce schéma-là va vous parler autant qu'à moi. Visiblement, il m'a marqué parce que je le traîne depuis toutes ces années. Dans le cadre d'une transaction à une valeur inférieure à la juste valeur marchande, il y a un montant qui est imposé chez le donateur. Donc, ma juste valeur marchande, moi, mon PBR, j'ai mon 200 000 de gain en capital. Mais aussi chez l'acquéreur, lors d'une vente éventuelle, parce que son coût d'acquisition, lui, c'est le prix qu'il a réellement payé. Fait que vu qu'il a réellement payé 400 000, bien, lui, son point de départ se situe à 400 000. Donc, on voit que lors d'une vente subséquente, mais, par exemple à 550 000, bien, on aurait un gain en capital de 150 000 sur cette deuxième transaction-là. Donc, j'ai une double imposition potentielle là, d'un montant de 100 000. Je vous ai mis une petite pastille avec mon exemption pour résidence principale. Dans la mesure où est-ce que j'ai mon exemption pour résidence principale, bien, c'est sûr que l'impact est moindre parce que le gain va être exempté. Mais lorsque j'ai une deuxième résidence qui entre en ligne de compte, bien là, c'est là que ça devient plate un petit peu. Fait que là, on voit que dans nos deux transactions, le coût total, si on veut, de notre gain en capital était à 350 000. Quand je fais mon schéma avec 69.1c, avec le réajustement pour le donateur, bien là, je vois que je n'ai pas cette portion-là de double imposition et que mon gain total est réduit à 250 000 plutôt que 350 000. Donc, c'est pour ça que je veux m'assurer d'être dans un contexte de transaction à la juste valeur marchande pour justement éviter la double imposition. Dans la situation où on est en présence d'une donation d'une résidence pour laquelle il y a un solde d'hypothèque et qu'il y aura assumation de l'hypothèque par les enfants, on peut se questionner si les autorités fiscales vont le considérer comme une réelle donation ou si ça ne sera pas une donation parce qu'il y a une certaine contrepartie vu qu'on a une assumation de l'hypothèque. Les interprétations techniques, particulièrement celles du Québec, reconnaissent qu'on peut avoir une donation à charge. Ce qui est d'ailleurs prévu là, par le Code civil du Québec à l'article 1810. Les autorités fédérales sont moins claires. On dirait qu'ils se mouillent moins sur l'acceptation d'une donation à charge. On renvoie à la législation applicable dans la province, mais on dirait qu'on n'est pas certain. La question de la vente à 1 $ se pose aussi. Est-ce que c'est une donation ou c'est une vente à 1 $? Parce que si c'est une vente à 1 $, c'est pour une
transaction à une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande et je n'ai pas mon réajustement, justement, pour celui qui acquiert. J'éviterais donc de procéder avec une vente à 1 $ pour ne pas créer d'incertitude autour de la qualification de la transaction et donc d'incertitude autour de mes conséquences fiscales sur cette transaction-là. Donc, mes pistes de solutions. On ne le mentionnera jamais assez, il est préférable dans ce type de transaction que la juste valeur marchande soit établie en bonne et due forme avec un évaluateur pour documenter le tout. Pour une résidence à usage personnel, c'est possible de structurer la transaction en venant ventiler la portion vente et la portion donation. Ainsi, par exemple, pour ma vente au montant de 500 000 $, on pourrait dire que l'enfant paie 400 000 et qu'un montant de 100 000 lui est donné. C'est important que l'acte mentionne et témoigne que la transaction se fait à la juste valeur marchande. D'où l'intérêt d'avoir le rapport d'un expert qui vient l'établir. Cette façon de procéder évite aussi de se retrouver dans une transaction de donation à charge que je parlais tout à l'heure, qu'on dirait qu'au fédéral, on n'est pas certain. Donc, les enfants vont chercher leur financement par eux-mêmes, on rembourse vraiment l'hypothèque des parents, c'est réglé, c'est clair. Je fais la nuance pour une résidence à usage personnel parce que malheureusement, cette structure-là donne lieu à des difficultés fiscales lorsqu'on est en présence d'un don d'équité sur un immeuble à revenu. Si on ventile en disant que, justement, mon prix de vente est à 500 000, je paye une somme de 400 000, il y a 100 000 qui est donné, c'est considéré comme une remise de dette. Donc, pour ceux qui sont plus familiers avec la loi de l'impôt sur le revenu, c'est les dispositions de l'article 80 qui viennent s'appliquer et qui pourraient réduire les attributs fiscaux de l'immeuble à revenu pour l'enfant. Donc, ça devient un peu plate pour l'enfant. Il y a d'autres possibilités, notamment faire un billet qui est ensuite légué aux enfants ou encore procéder en 2 actes, donc un pourcentage, une donation d'un pourcentage du droit de propriété dans la résidence et une vente du solde du pourcentage de droit de propriété. Pour le billet, simplement garder à l'esprit que ce dernier pourrait devenir prescrit s'il ne se passe rien puis qu'on n'en parle jamais. Donc, peut-être prévoir une reconnaissance de dette de temps à autre pour ne pas créer de problèmes, notamment entre frères et sœurs lors de la succession, si on pensait que le billet existait encore, mais là, le billet, finalement, il n'existait plus, fait que là, finalement, il y en a un qui a reçu plus que les autres. Bref, éviter de la chicane d'un point de vue successoral. Et lors d'un immeuble à revenu, bien, si mon billet se prescrit par l'effet de la loi, mes règles de remise de dette viennent de se déclencher. C'est ce qui terminait ma deuxième situation de transfert immobilier avec un don d'équité. On arrive maintenant à notre troisième situation où est-ce que le parent qui est actionnaire voudrait donner des actions de sa société privée. Tel que mentionné plus tôt, une donation peut devenir plus intéressante si le donateur, pour le donateur, si ça lui permet d'aller chercher des avantages fiscaux. Ainsi, si les actions se qualifient d'actions admissibles de petite entreprise ou encore d'actions du capital action d'une société agricole ou de pêche familiale, bien, ça pourrait permettre à notre donateur de bénéficier de son exonération des gains en capital qui est d'un peu plus d'1 million de dollars pour 2024. Pour les AAPE, je vous rappelle rapidement, là, on a 3 critères. Donc, un critère de composition des actifs au moment de la disposition. Donc, au moment de la donation, il faut être au moins à 90 % de la juste valeur marchande de nos actifs qui sont utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement au Canada. Les actions doivent être détenues au moins 24 mois par le donateur, par lui ou une personne qui lui est liée. Et pendant ce 24 mois, le test des actifs là, est à 50 %. À noter que pour une donation en faveur d'un conjoint ou d'une conjointe, si on veut que ce dernier ait cherché son exonération des gains en capital, bien, il va falloir faire le choix de se soustraire au roulement de 73.1 pour vraiment déclencher le gain en capital puis aller chercher l'exonération.
Pour les planifications avec les conjoints, simplement vous rappeler qu'on ne peut pas donner une partie, vendre une partie, et là, ça crée une certaine manipulation du PBR. Là, on se rappelle de l'affaire Gervais, où est-ce que ça a été considéré comme abusif. Puis, pour les actions du capital action d'une société agricole ou de pêche familiale, bien, les critères, ils s'apparentent au APE, mais il y a une notion d'utilisation dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole. Il faut que ce soit fait par certaines personnes qui gravitent autour de la famille, donc regardez ça. Et il existe aussi un roulement en faveur des enfants pour les biens agricoles. Donc, les conséquences fiscales pourraient être différentes et je vous invite à vous référer à vos collègues qui pratiquent en milieu agricole, qui sont des experts en la matière. Dans notre partie théorique, on analysait nos conséquences en 2 temps, soit le moment de la donation et après la donation, qu'est-ce qui se passe? Pour une donation d'actions de société privée, l'impôt sur le revenu fractionné peut entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer les conséquences fiscales pour le donateur qui est maintenant actionnaire de la société. C'est assez difficile de résumer tout le régime de l'impôt sur le revenu fractionné vu les nombreuses exceptions et les nombreuses interprétations, mais j'ai tenté d'aller à l'essentiel là, dans le contexte qui nous occupait d'une donation d'actions. Évidemment, une analyse approfondie s'impose. Petit rappel, puisque le dividende de société privée est un revenu fractionné et que la définition de particulier vise à peu près tous les résidents canadiens et leurs enfants, bien, il est fort possible que le dividende soit visé par l'impôt sur le revenu fractionné, ce qui fait en sorte que notre donateur, qui est maintenant actionnaire de la société, lorsqu'il reçoit du dividende, il est imposé au taux marginal maximum sur ce dividende-là et les crédits d'impôt auxquels il a droit sur ces revenus-là sont vraiment limités. À noter que l'impôt sur le revenu fractionné a préséance là, sur mes règles d'attribution qu'on a vues plus tôt. Pour ce qui est des exceptions, l'IRF ne s'appliquera pas notamment sur du gain en capital exempté par l'exonération des gains en capital. Aussi, un enfant qui est réellement impliqué dans l'entreprise pourrait potentiellement bénéficier de l'exception d'entreprise exclue. On va demander une implication d'en moyenne 20 heures par semaine pour l'année en cours ou lors de 5 années précédentes antérieures. Selon la nature de l'entreprise, il y a une implication moindre qui pourrait être connue, mais là, on entre dans les interprétations et dans le gris, disons. De plus, un parent qui serait prêt à se départir d'au moins 10 % en vote et valeur de son entreprise et assumer les conséquences fiscales sur cette disposition-là, pourrait permettre à son enfant d'avoir des actions qu'on dit exclues. Simplement faire attention lorsqu'on procède avec un gel successoral. Lors de l'émission des nouvelles actions en faveur des bénéficiaires du GEL, ces dernières ne représenteront pas 10 % de la juste valeur marchande de l'entreprise. Donc, au lendemain du GEL, les actions ne devraient pas se qualifier d'actions exclues. Bien entendu, il s'agit des grandes lignes sur l'impôt sur le revenu fractionné et je vous invite à évaluer là, la situation en détail pour s'assurer que la donation d'actions va vraiment remplir les objectifs des parties à court et à long terme versus l'imposition potentielle de l'enfant donateur qui recevrait les actions. J'arrive à ma dernière situation où je voulais réfléchir avec vous sur les clients qui débarquent dans votre bureau en disant « Moi, je veux pas laisser de problème. Donc, je vais tout régler ça de mon vivant, là, ça va être réglé, il n'y en aura pas de problème à ma succession, il n'y en aura pas de chicane. » Si cette volonté est parfois tout à fait légitime, il faut quand même se pencher sur les conséquences de tout donner du jour au lendemain, d'autant plus quand on sent que la motivation vraiment première vient des donataires potentiels et non du donateur.
Avant de procéder, une analyse globale doit être faite qui aborde notamment la nature des biens qui va être donnée pour évaluer les conséquences fiscales de ces donations-là, puis déterminer comment l'impôt va être payé, parce qu'il va probablement avoir des conséquences fiscales. En parallèle à ça, il faut estimer les besoins financiers du donateur pour voir combien il peut se permettre de donner versus on veut qu'il ait les fonds pour se financer lui-même pour le restant de ses jours. L'augmentation du revenu imposable pour le donateur pour l'année pourrait lui faire perdre, par exemple, sa pension de la sécurité de la vieillesse ou encore affecter d'autres crédits d'impôt qui sont modulés en fonction de son revenu imposable. En plus de penser à l'impact pour le donateur, cette même analyse peut aussi être faite pour les donateurs qui vont bénéficier de la donation, justement. Est-ce que la réception de ces biens aura pour effet à long terme d'augmenter leur revenu imposable et, le cas échéant, est-ce qu'ils pourraient perdre l'accès à certains programmes sociaux fiscaux? Bref, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne façon d'aider tout le monde dans la famille? Je voulais aussi faire un rappel sur l'idée que lorsqu'on n'a plus rien, la contribution au CHSLD va être réduite. Effectivement, la contribution qui doit être versée pour un hébergement en CHSLD peut être réduite pour une personne ayant un patrimoine et des revenus plus modestes. Par contre, l'article 516 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit qu'un usager ne doit pas avoir dilapidé ou renoncé à ses biens dans les 2 années précédentes. J'ai trouvé seulement une cause de jurisprudence où on a refusé une exonération à une dame parce qu'elle avait fait une donation, justement. C'est une cause de 2023. Récemment, justement, au congrès de l'UQPF de l'année passée, on disait qu'il n'y avait pas de jurisprudence avec cet article-là, fait qu'on pensait qu'il n'y avait comme pas de vérification qui se faisait. Ce qu'on se rend compte avec cette cause qui est tout récente, c'est que peut-être que les vérifications commencent. Donc, peut-être qu'il ne faut pas prendre pour acquis que la contribution va être réduite dans notre analyse des besoins financiers du donateur, parce qu'on pourrait se faire refuser justement l'exonération et vous serez d'accord qu'à la base, c'est peut-être pas une bonne motivation pour faire une donation que de vouloir réduire sa contribution au CHSLD. Une analyse successorale est également pertinente, parce qu'il est possible de sauter rapidement à la conclusion que les impôts seraient moindres du vivant, alors que finalement, la différence entre le faire tout de suite et au décès est peut-être pas aussi grande qu'on le croyait. Par exemple, et ça c'est un cas vécu, un parent qui dit « Je vais sortir toutes mes REER, là, je vais sortir ça plus vite, on augmente ça, fait que comme ça, ça va coûter moins cher au décès, parce que là, les REER, là, ça coûte cher au décès, là. » Oui, mais pour un parent qui est déjà imposé au taux marginal maximum, est-ce que c'est vraiment une économie d'impôt qu'on va chercher de tout sortir tout de suite? Je pense qu'il faut revenir à la base. C'est quoi votre réelle volonté? Qui vous voulez aider? Puis combien vous voulez aider? Puis combien vous pouvez vous permettre? Il ne faut pas oublier aussi que certaines planifications sont disponibles au décès, telles le choix de 164.6 ou encore la mise en place d'un pipeline qui pourrait réduire la facture d'impôt au décès. Donc, dans l'analyse successorale, là, quand on compare combien ça nous coûterait du vivant versus combien ça nous coûterait du décès, le prendre en considération. De plus, lorsque la conclusion, c'est que oui, on veut faire une donation du vivant, c'est primordial de refaire une lecture du testament pour s'assurer que ce dernier reflète toujours les volontés à la lumière de la transaction qui vient d'avoir lieu. Si, justement, il y a eu un gel successoral, réfléchir à l'équité pour tous les enfants, celui qui est impliqué dans l'entreprise versus ceux qui ne le sont pas. La contribution de celui qui est impliqué est considérable, mais peut-être que l'apport des parents l'était aussi, donc il faut penser à ces questions-là. S'il y a des montants d'argent qui ont été donnés, est-ce que tout le monde en a reçu? Et là, encore là, est-ce qu'on est dans une dynamique
d'équité où est-ce que j'essaie d'aider celui qui en a le plus de besoin ou d'égalité où je veux m'assurer que tout le monde ait reçu le même montant. Donc, arrimer les donations du vivant avec le contenu du testament. Finalement aussi, s'il y a eu, par exemple, une donation d'une résidence, le chalet familial que celui qui était toujours là, bien, finalement, on a décidé de lui donner tout de suite. Si l'exemption pour résidence principale a été utilisée lors de la donation, bien, ça veut dire que la résidence principale qui reste dans le patrimoine des parents, s'il en reste une, bien, elle a potentiellement un impôt latent parce qu'il y a des années de désignation qui auront été utilisées pour le chalet. Fait que là, dans ce cas-là, est-ce que c'est l'enfant qui a reçu le chalet qui devrait assumer l'impôt sur cette résidence-là? Est-ce que c'est la succession? Comment on fonctionne? Aborder ces questions-là en amont pour prévenir les différends lors de la succession. Bref, on veut vraiment s'assurer de la cohérence entre le testament, les volontés, puis les changements qui auront eu lieu dans le patrimoine suite aux donations. Je serais rendue à ma période de questions. Moi, j'ai un client qui a acheté une maison à ses parents. Mm-hmm. Puis là, il voudrait donner cette maison-là à ses enfants. Puis lui, il est propriétaire de la maison, ses parents habitent dedans, puis là, ils sont assez âgés, fait qu'éventuellement, ils vont décéder. C'est une façon de faire? Ou? Techniquement, là, lui, il n'a pas accès à l'exemption pour gain en capital sur cette résidence-là parce que c'est ses parents qui l'habitent. Puis notre définition, justement, c'est exactement un des exemples là, que je vous soulevais. Là, parce que c'est nos parents qui habitent dedans, on n'a pas droit à l'exemption pour résidence principale. Fait qu'on revient à nos règles générales. Puis il n'y a pas de roulement non plus en faveur des enfants là, pour une résidence. Fait que si lui, il veut donner cette résidence-là, bien, on a un impact fiscal. 69, le paragraphe 69.1 s'appliquerait, puis on repart pour les enfants. S'il y a plusieurs immeubles, puis là, il y a une société de gestion, il pourrait-tu rouler ces immeubles dans sa société de gestion comme en franchise d'impôt, puis après ça, faire un gel des actions, puis émettre des actions pour ses enfants? Oui, mais là, vous m'embarquez dans du plus loin pas mal, là, dans le sens que, oui, le roulement dans la société est sans doute possible. Là, c'est pas un immeuble à revenu parce que j'imagine qu'il n'y a pas de loyer en faveur de ses parents. Fait qu'il fait juste rouler un immeuble dans la société. Là, après ça, vous voulez faire un gel puis émettre des nouvelles actions aux enfants qui vont participer à la plus-value. C'est possible. Il faudrait voir les caractéristiques fiscales aussi de l'immeuble, l'hypothèque pour s'assurer que mon roulement, je déclenche pas d'impact fiscal non plus. Je dois vous avouer que j'aurais besoin de plus que 30 secondes et demie sur un podium pour évaluer tout ce que ça peut représenter. Là. Je m'excuse pour cette réponse incomplète. Alors, merci beaucoup, Maître Dion-Roy. C'était vraiment excessivement intéressant. Je peux comprendre avec la teneur de votre conférence que vous devez avoir une pratique excessivement remplie et pleine de défis également. Puis je suis sûr que c'est pas sur le point de s'estomper. Vous me permettez de faire quelques petites annonces avant de vous libérer. Donc, j'en profite pour remercier encore une fois nos commanditaires, Manuvie, commanditaire des activités régionales de la PFF, Thomson Reuters, commanditaire des activités régionales de Montréal, et la conférence que vous venez d'assister, là, elle sera disponible en ligne à compter de la semaine prochaine, le 24 janvier. Un petit rappel pour nos prochaines conférences. La prochaine conférence, le 14 février. Donc, vous êtes conviés à venir partager un repas avec nous. Et la conférence aura une mise à jour sur la notion de contrôle suite à l'affaire Dean's Night avec notre conférence, avec moi-même comme conférencier. Donc, je suis désolé de m'introduire moi-même. Et par la suite, le 15 mai prochain, c'est une conférence de de Jean-François Thuot, que vous connaissez bien,
ici au sein de la PFF, et sa collègue Vanessa Tremblay de PricewaterhouseCoopers sur les transferts d'entreprises versus les fiducies collectives d'employés qu'on a eu dans le dernier budget de 2023. Donc, sur ça, merci beaucoup de votre présence et bon retour. Merci. Bonne journée.